Au début, personne ne pouvait y croire. De telles choses n'arrivent tout simplement pas dans la réalité. On l'avait trouvé là où il n'aurait jamais dû se trouver, ni physiquement, ni logiquement. C'était si incroyable que dans les premières heures, les autorités n'osaient pas confirmer l'information. Elles-mêmes ne croyaient pas complètement à ce qui se passait. Et quand elles y crurent, il était déjà trop tard pour le cacher au public. Le monde apprit rapidement la nouvelle. Au milieu de l'immense océan Pacifique, sur le minuscule atoll d'Ebon, parmi le sable et les palmiers, on avait trouvé un homme qui n'aurait pas dû s'y trouver. Pas maintenant, pas jamais. La date. 30 janvier 2014. Des chiffres secs qui ne signifient absolument rien sans contexte. Mais c'est précisément cette date qui devint le point de départ d'une histoire à laquelle il était impossible de croire du premier coup. L'atoll d'Ebon, un îlot perdu quelque part parmi les îles Marshall, une minuscule tache sur la carte, un endroit où les habitants locaux voient de nouveaux visages, une fois tous les quelques années. Et c'est précisément ici, parmi les feuilles de palmier craquelées, les débris de bouteilles en plastique et les noix de coco pourries, dans les eaux peu profondes, qu'on découvrit un bateau brisé et presque complètement détruit. Sa coque ressemblait à ce qu'elle avait subi des mois entiers de tortures quotidiennes. Soleil brûlant, eau salée, vagues, vent. Tout cela détruisait lentement l'embarcation, la transformant en carcasse à peine reconnaissable, en tas de débris. Près du bateau, pieds nus sur le sable fin, errait un homme. L'homme avait l'air sauvage et ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui s'était tant soit peu préparé à un long voyage. Sa peau était couverte de traces de sel et d'ulcères, ses cheveux emmêlés en longues mèches négligées, son visage envahi par une barbe qui semblait plus vieille que son propriétaire. Il était très amaigri, si amaigri qu'il semblait sur le point de tomber au moindre souffle de vent. Les habitants locaux qui l'avaient trouvé pensèrent qu'ils avaient devant eux un fantôme, une hallucination. Mais l'homme était réel, vivant et, semblait-il, même conscient. Quand on commença à lui poser des questions, il resta d'abord silencieux, regardant son entourage d'un regard absolument vide, puis prononça des mots qui mirent tout le monde mal à l'aise. « J'ai dérivé 438 jours, pas une semaine, pas un mois, pas 6 mois, 438 jours. Plus d'un an, il avait passé en plein océan et était resté vivant. Ce n'était pas une explication, mais un défi à tout bon sens. Une phrase qui fit taire tout le monde et commencer à douter. Parce que c'était impossible. Ou était-ce possible malgré tout? L'homme n'avait pas l'air fou, bien que son récit sonnât comme de la pure fantaisie. Et s'il disait la vérité, personne ne le savait encore. Mais c'est avec ces mots que commença une histoire qui semblait si invraisemblable que la seule décision correcte était de la vérifier soigneusement. Ainsi commença l'histoire du survivant. Une histoire à laquelle il était impossible de croire, mais qui, dans quelques jours, ferait figer le monde de choc et d'attente des détails. L'histoire d'un homme qui s'avéra plus fort que les éléments et plus fort que la logique. Il dit « J'ai dérivé 438 jours ». Et avec ces mots commença le compte à rebours vers la révélation d'un mystère qui, à première vue, semblait impossible. La phrase « J'ai dérivé 438 jours » sonnait si incroyable que les autorités commencèrent d'abord par vérifier l'identité de cet homme étrange. C'est une procédure standard, ennuyeuse à l'impossible. Demander le nom, la date de naissance, le lieu de résidence, vérifier dans les bases de données officielles. Elle ne s'attendait pas à y trouver quoi que ce soit d'inhabituel. Mais c'est précisément ce moment qui devint une nouvelle rupture informationnelle. L'histoire fantastique du survivant contre la banalité de la bureaucratie. Qui était cet homme et ce qu'il racontait était-il vrai? La base de données était catégorique et effroyablement ennuyeuse. José Salvador Alvarenga,
lieu de naissance, le petit village de pêcheurs, la Libertad, Salvador. Profession, pêcheur. Un homme absolument ordinaire avec une vie absolument ordinaire. Aucun enregistrement inhabituel, aucune tache sombre dans sa biographie. Sans les événements récents, personne ne se serait jamais intéressé à sa personne. Simplement encore un homme parmi des centaines de milliers de semblables qui mène une vie ordinaire dans un petit village au bord de la mer. La Libertad, un endroit typique, comme il y en a plein le long de la côte pacifique du Salvador. Bateaux de pêche, plages de sable, bruit des vagues et vie où tout est extrêmement clair et simple. Ici, personne ne devient héros des gros titres. Les gens vont au travail, rentrent chez eux, rencontrent des amis, vont au marché et le dimanche dînent en famille. José Salvador menait exactement la même vie. Il sortait en mer à l'aube, pêchait, vendait sa prise, puis rentrait chez lui où l'attendaient sa femme et sa petite fille. Ses voisins le connaissaient. Il marchait dans les mêmes rues, achetait ses provisions dans la même boutique que les autres. Aucun conflit, aucun scandale. Un homme ordinaire, calme, même ennuyeux, dont la vie n'éveillait l'intérêt ni de la police, ni des voisins. On vérifia aussi ses documents de travail. Tout était en ordre. Le permis de pêche était correctement établi, le bateau officiellement enregistré. Il payait régulièrement tous ses impôts. Il n'avait même pas d'amende de stationnement, sans parler de quelque chose de plus sérieux. Aucun virement bancaire suspect, aucun contact étrange. Simplement un homme dont la vie était si ordinaire qu'elle n'aurait même pas pu devenir matière pour un journal de quartier. Ces faits créaient une tension presque insupportable. Comment un homme si dépourvu de tout mystère pouvait-il se retrouver dans une situation si impensable? Que devait-il se passer pour qu'un simple pêcheur d'un village se retrouve au centre d'une sensation mondiale? Quelqu'un suggéra même qu'on avait pu le confondre, mais les empreintes digitales et les photographies confirmèrent, c'était bien lui. Oui, José Salvador Alvarenga existait vraiment et était bien cet homme ordinaire de la base de données, l'homme qui avait passé toute sa vie dans un minuscule village, gagnant sa vie à la pêche, s'avéra être ce même homme qui avait survécu en plein océan plus d'1 an. Cette banalité de sa vie ne faisait qu'intensifier le mystère. Car à quel moment un pêcheur ordinaire s'était-il transformé en héros d'une incroyable histoire de survie? La réponse devait se trouver quelque part dans ce jour même où il était parti en mer et avait disparu, déclenchant une chaîne d'événements à laquelle il était encore impossible de croire. Le jour où tout changea était aussi ordinaire que des milliers d'autres avant lui. Le 17 novembre 2012, tôt le matin, quand José Salvador sortit en mer, rien ne présageait de malheur. Le réveil sonna exactement à 5 heures du matin. José se réveilla, but une tasse de café fort et mangea une galette que sa femme avait préparée la veille. Préparatifs matinaux ordinaires. Il mit ses vêtements de pêche habituels, sa vieille casquette, des baskets usées, prit son matériel et se dirigea vers le port. Là l'attendait déjà son bateau. Procédure habituelle, un tel jour s'était répété des centaines de fois. Mais cette fois-ci, tout tourna différemment. Encore avant l'aube, quand le bateau était déjà loin du rivage, l'horizon commença à s'assombrir trop rapidement. Un souffle de vent soudain apporta les premières gouttes de pluie, puis le ciel devint littéralement noir. Les éléments se réveillèrent soudainement, et cette soudaineté raya tout ce qui jusqu'alors avait été une vie ordinaire et calme. La pêche ordinaire se transforma en lutte pour la survie. La vie de José se brisa littéralement en avant et après, précisément à ce moment. Plus tard, les météorologues diraient que c'était une de ces tempêtes qu'il est pratiquement impossible de prévoir. Un phénomène local qui naquit en pleine mer et en quelques heures s'abattit sur la côte. À 7 heures du matin, les rafales de vent dépassaient déjà 70 km à l'heure, les vagues atteignaient 4 mètres de hauteur. Mais José et son coéquipier étaient loin du rivage
et ne pouvaient même pas imaginer combien la situation s'avérerait sérieuse. D'autres pêcheurs qui étaient en mer ce jour-là racontèrent plus tard qu'ils avaient vu le bateau de José s'éloigner de plus en plus, malgré le danger évident. Peut-être espéraient-ils attendre que la tempête passe, peut-être prévoyaient-ils de revenir quand l'orage se calmerait un peu, mais personne ne s'attendait à ce que tout aille si loin. À midi, la tempête battait déjà son plein. Plusieurs bateaux réussirent à rentrer au port, mais le bateau de José n'était pas parmi eux. Les pêcheurs racontèrent sans que les conditions étaient si difficiles que beaucoup avaient eux-mêmes à peine réussi à atteindre le rivage. Les vagues recouvraient les bateaux l'une après l'autre. La pluie et le vent ne donnaient pas la moindre chance de s'orienter. Dans ces conditions, même les pêcheurs expérimentés tenaient à peine sur l'eau. Le soir, quand la tempête commença à se calmer, tous ceux qui étaient au port se rassemblèrent près du quai, attendant le retour de ceux qui n'étaient pas encore revenus. Les bateaux approchaient l'un après l'autre. Tous accueillaient avec soulagement les visages familiers. Mais José n'apparut pas. À la tombée de la nuit, il devint clair. Quelque chose de grave était arrivé. Personne ne voulait croire au pire, mais la réalité parlait d'elle-même. José avait disparu. Le téléphone restait silencieux. Le bateau ne répondait pas aux appels. Le temps s'était complètement éclairci. Mais la mer continuait à se taire. La femme de José, ses proches et ses amis essayaient de l'appeler encore et encore. Sans résultat. À chaque heure qui passait, l'espoir s'amenuisait. Ce fut une longue nuit pour la Libertad, remplie d'angoisse et de peur de l'inconnu. Tôt le matin du jour suivant, la famille prit la seule décision correcte. Elle s'adressa à la police. La disparition du pêcheur devint officiellement une affaire pour les autorités. Et à ce moment, l'histoire de José cessa d'être simplement une tragédie personnelle. Maintenant, c'était devenu une enquête officielle. La procédure formelle incluait la collecte des témoignages, la vérification des données météorologiques, l'examen du port et du bateau avec lequel il était parti en mer. Personne ne savait encore que ce n'était que le début d'une chaîne d'événements incroyables qui devaient se révéler au cours de cette enquête. Les premières heures et jours après la disparition de José Salvador se passèrent exactement comme le prescrivent les instructions. Les gardes-côtes et les sauveteurs commencèrent une opération standard de recherche du bateau disparu. Plusieurs vedettes et hélicoptères furent mobilisés et envoyés en mer, là où on avait vu le bateau pour la dernière fois. La zone de recherche était clairement délimitée. Les autorités partent toujours du principe qu'en cas d'accident, l'embarcation dérive approximativement selon la même trajectoire. Tout cela était si standard, si protocolaire que cela semblait absurde sur le fond du fait déjà connu du spectateur. José avait survécu à des milliers de kilomètres de là. Mais dans ses premiers jours, personne ne pouvait même penser à une telle possibilité. Les recherches suivaient un scénario précis. Le troisième jour, des forces supplémentaires furent remobilisées. À la garde côtière locale se joignirent des volontaires des villages voisins et même des bateaux privés. Les témoins furent interrogés plusieurs fois, essayant d'extraire de leurs témoignages au moins quelques informations supplémentaires. Les pêcheurs racontaient encore et encore la même chose. Le bateau de José fut vu s'éloignant au large juste avant la tempête, puis ils le perdirent de vue. Personne ne vit ni collision, ni autres circonstances suspectes. La côte fut ratissée quotidiennement, des dizaines de personnes marchaient en chaîne, examinant chaque mètre de la bande côtière dans l'espoir de trouver au moins les moindres traces, quelques débris du bateau ou du matériel. Mais la mer semblait se moquer. Aucune trace, pas le moindre indice. Les documents officiels enregistrent les détails. Plusieurs survols d'hélicoptères quotidiens, près de 20 vedettes, des centaines d'heures de recherche. L'administration locale donnait régulièrement des commentaires à la presse, répétant la même chose. Nous faisons tout notre possible. Mais chaque jour, cela sonnait de moins en moins convaincant. Au bout d'une semaine, quand ni le bateau ni même les gilets de sauvetage ne furent trouvés, les proches de José commencèrent à perdre espoir. Après 10 jours,
l'activité des sauveteurs commença progressivement à diminuer. Formellement, les recherches continuaient. Mais en fait, cela ressemblait plutôt à une formalité qu'à un espoir réel de succès. Les sauveteurs racontaient Nelly que la tempête avait pu emporter le bateau beaucoup plus loin que supposé, et la zone de recherche s'élargissait progressivement. Mais tous ces efforts n'apportaient déjà plus aucun résultat. La mer continuait à se taire. Après 3 semaines, les opérations de sauvetage commencèrent à être repliées l'une après l'autre. Les rapports officiels se remplissaient de lignes sèches indiquant que plusieurs centaines de kilomètres carrés d'océan avaient été vérifiés, plus d'une centaine de témoins interrogés, la côte examinée sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le résultat était le même, aucune trace. Le 20 décembre 2012, un peu plus d'un mois après la disparition, les autorités annoncèrent officiellement la fin de l'opération de recherche. Dans les documents apparut l'enregistrement final. Aucun signe de l'embarcation disparue ou des personnes n'a été découvert. Eduardo Castillo, le coéquipier de José, fut officiellement déclaré mort. Exactement le même statut fut attribué au bateau. L'affaire fut close comme un accident tragique, résultat d'une malheureuse concours de circonstances causée par la tempête. Ce fut le point après lequel la tragédie personnelle de la famille devint une affaire pour une enquête de tout autre caractère. La police commença à réfléchir à la question. Tout était-il vraiment si simple qu'il y paraissait ? Et n'y avait-il pas eu dans cette histoire quelques détails, omis plus tôt, qui expliqueraient ce tournant presque incroyable des événements? Quand l'opération de sauvetage fut officiellement terminée et que José Salvador fut déclaré mort, la police eut une question tout à fait logique qui devait surgir dans une situation similaire chez n'importe quel enquêteur. Si le corps n'a pas été trouvé, peut-être n'y a-t-il eu aucune mort. Peut-être José n'avait-il simplement pas voulu qu'on le trouve. De telles disparitions ne sont pas rares, et la logique de l'enquête exigeait de vérifier une telle version en premier lieu. S'il était vraiment vivant, alors pourquoi avait-il eu besoin de mettre en scène sa mort ? L'enquête passa à une nouvelle phase. La police commença à creuser plus profond, et la première chose qu'elle vérifia fut la situation financière de José. Tout le monde sait que le plus souvent, ceux qui mettent en scène leur propre mort sont des gens qui ont eu de sérieux problèmes, dettes, menaces, conflits avec le monde criminel ou la loi. Les enquêteurs commencèrent à étudier les comptes bancaires de José pour trouver au moins quelque indice, n'importe quel mouvement d'argent suspect. Cependant, les comptes étaient absolument transparents et compréhensibles. Aucun virement étrange, grosse somme ou contact suspect. Salaire, dépenses pour la famille, paiement des services publics. Tableau ordinaire de la vie d'un simple pêcheur. Mais la police décida de ne pas s'arrêter là et vérifia les dettes. Peut-être José devait-il à quelqu'un une grosse somme et avait-il décidé de fuir, laissant derrière lui tous les problèmes? Les enquêteurs s'entretinrent avec des amis, des parents, des voisins. Personne ne confirma qu'il avait eu des difficultés financières ou des emprunts, même petits. Tous le décrivaient comme un homme responsable et soigneux qui surveillait attentivement son budget. Ensuite, la police vérifia d'éventuels liens de José avec le monde criminel. Les villages de pêcheurs deviennent malheureusement parfois des lieux de croisement de routes de contrebande. Drogue, armes, migration illégale. C'était encore une version possible. Les interrogatoires des voisins, des pêcheurs locaux, ainsi que la vérification des appels et messages dans le téléphone de José montrèrent qu'il n'était aucunement lié au crime. Personne ne put se souvenir du moindre indice de sa participation à des schémas illégaux. Au contraire, les gens parlaient de José comme d'un homme exceptionnellement honnête et même ennuyeux à cet égard. Les enquêteurs vérifièrent aussi d'éventuels problèmes avec la loi. Mais là aussi, rien ne fut trouvé. Aucune décision judiciaire, amende, infraction administrative. Absolument rien pourquoi José aurait pu craindre des poursuites. Pendant ce temps, la police continuait à creuser plus profond, mais tous les efforts semblaient vains. Il fut impossible de trouver un seul motif logique, un seul indice qui aurait pu expliquer pourquoi un pêcheur simple et respectueux des lois aurait voulu mettre en scène sa mort et se cacher. Chaque jour,
Cette version perdait de sa crédibilité, bien qu'elle restât la seule explication rationnelle de la disparition sans trace. Finalement, la police fit une conclusion officielle sur la première version. José Salvador n'avait aucun motif de disparaître et de mettre en scène sa mort. Sa situation financière était absolument normale. Il n'avait pas de dettes, pas de problèmes avec la loi ou de liens criminels non plus. La version la plus logique, à première vue, s'avéra être une impasse. Et c'est précisément à ce moment que les enquêteurs se heurtèrent à une question encore plus complexe qui ne rentrait dans aucune logique. Si José ne fuyait pas, s'il n'avait pas de problèmes et de motifs de disparaître, alors que lui, était-il vraiment arrivé? Et qui, à part la mer et la tempête, aurait pu être mêlé à cette étrange histoire? Maintenant, la police devait trouver une nouvelle voie, un nouveau fil d'enquête qui pourrait expliquer ce cas incroyable. L'affaire était pratiquement close. Toutes les versions rationnelles de la disparition de José Salvador s'étaient à briser contre des faits de béton armé. Financièrement, il était net, pas de dette, pas de lien avec le crime. La mort officiellement confirmée, et le dossier avec son nom était sur le point d'être envoyé sur l'étagère dans les archives, parmi des centaines d'autres affaires désespérées. Mais c'est précisément à ce moment qu'émergea un détail petit, mais suspect, qui obligea la police à rouvrir ce dossier. 2 jours avant la disparition, une transaction étrange, passée inaperçue auparavant, avait été effectuée sur le compte bancaire de José. Qu'était-ce que ce paiement? Et cela pouvait-il être la clé de ce que l'enquête avait omis plus tôt? La somme était petite, mais suspecte à cause du moment de la transaction. 250 $ avaient quitté le compte 48 heures avant qu'il ne parte en mer. Apparemment une bagatelle, mais dans le contexte de la disparition et d'une affaire si soigneusement vérifiée, cela semblait étrange. Les enquêteurs s'accrochèrent immédiatement à ce détail. Après tout, que leur restait-il d'autre? Si l'affaire devait être close, au moins s'assurer que chaque détail était vérifié. Les policiers demandèrent des informations à la banque pour savoir où exactement était allé l'argent. Il s'avéra que le paiement était dirigé vers un petit magasin à la périphérie de la Libertad, où les pêcheurs locaux achetaient habituellement du matériel et de l'équipement. Apparemment, rien d'inhabituel. Mais pourquoi précisément 2 jours avant la disparition tragique? Pourquoi José n'achetait-il pas son matériel à l'avance, comme d'habitude? Peut-être ce fait était-il précisément la clé de la résolution de ce qui lui était vraiment arrivé? Les enquêteurs se rendirent au magasin et interrogèrent en détail le vendeur. Il se souvenait bien de ce jour. Selon lui, José était venu vers midi, avait l'air complètement ordinaire, choisissait calmement son matériel, prit quelques moulinets, de la ligne, des hameçons et de petits accessoires pour la pêche. Le vendeur ne put se souvenir d'aucune demande suspecte ou inhabituelle. Il semblait que là aussi la police se heurtait de nouveau à une impasse. Mais l'enquête décida tout de même d'aller au bout. Les enregistrements des caméras de surveillance des magasins et cafés voisins furent vérifiés au cas où. Les enquêteurs cherchaient n'importe quels indices tant que José aurait pu rencontrer quelqu'un de suspect ou ne pas agir seul. Cependant, tous les enregistrements montraient une chose. José était seul, faisait calmement ses achats, ne communiquait avec personne de suspect. Les policiers essayèrent même de comprendre s'il avait pu acquérir quelque chose d'inhabituel sous couvert de matériel de pêche. Mais l'expertise confirma. La marchandise était ordinaire, aucune chose cachée ou allusion à un double usage. La version semblait de moins en moins convaincante chaque jour, mais les enquêteurs s'y accrochaient désespérément. Peut-être avait-il acheté le matériel en cadeau à quelqu'un, ou avait-il spécialement dépensé de l'argent pour créer une fausse piste? La police commença à interroger ses amis proches et d'autres pêcheurs pour comprendre si cet achat était quelque chose d'inhabituel pour José. Mais chacun d'eux confirma. C'était un acte absolument typique pour un pêcheur. Aucune intrigue, aucun piège. Finalement, l'enquête fut obligée de reconnaître. La transaction était l'acquisition la plus ordinaire de matériel pour la pêche. Toute la tension causée par ce paiement retomba instantanément, laissant la police dans une impasse encore plus grande.
toutes les versions rationnelles échouèrent définitivement et irrévocablement. Il n'y avait pas de dette, de crime, de rencontres suspectes. Même le paiement étrange s'avéra être un banal achat de matériel. L'affaire se figea de nouveau sur place, mais maintenant, définitivement. Après que les variantes logiques et évidentes s'avérèrent inconsistantes, il ne restait à l'enquête qu'une seule direction, la plus incroyable. Il était temps de reconnaître l'impensable et de vérifier l'hypothèse que personne ne prenait au sérieux, que José avait vraiment pu dériver dans l'océan plus d'1 an et survivre par quelques miracles. Maintenant, la police devait croire en ce qu'il était presque impossible de croire. L'histoire se transporte de nouveau en janvier 2014, au moment où José Salvador fut trouvé vivant. Il avait déjà commencé à parler, et son récit obligea tous ceux qui l'entendaient à se diviser en 2 camps, ceux qui crurent au miracle et ceux qui étaient convaincus de la tromperie. Les mots de José sonnaient trop sauvagement pour être vrais. Avec un calme absolu, comme s'il s'agissait de choses complètement ordinaires, il décrivait les détails de sa survie. « Je mangeais du poisson cru directement avec les arêtes », disait calmement José. Quand il n'y avait pas de poisson, j'attrapais des oiseaux marins. Parfois, je buvais le sang des tortues pour ne pas mourir de soif. Autour régnait le silence. Personne des présents n'osait interrompre son récit, bien que beaucoup eussent des doutes. Était-ce seulement possible ? Comment un homme peut-il parler de ces choses avec un tel calme et sans émotion visible ? Dans les premiers procès-verbaux d'interrogatoire menés par la police immédiatement après que José fut trouvé, ses réponses sonnent presque mécaniquement, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre qui ne le concernait personnellement en rien. À la question de comment il se procurait de l'eau, José répondait d'une voix complètement égale. « Je collectais l'eau de pluie dans des bouteilles en plastique qui dérivaient près du bateau. S'il n'y avait pas de pluie longtemps, je devais boire ma propre urine ou le sang des animaux attrapés. » L'enquêteur précisait ce qu'il ressentait dans ces moments, mais José ne faisait que hausser les épaules et continuait calmement. Au début, c'était dégoûtant, mais après, on s'habitue. Il n'y avait pas d'autre issue. Quand on lui demanda son coéquipier Eduardo, José se tut soudain et regarda longtemps dans le vide. Puis il dit doucement: « Il n'a pas tenu. » Après quelques mois, il a simplement refusé de manger et de boire. Et un matin, il ne s'est pas réveillé. Ces mots, l'enquêteur les nota presque mot pour mot, ajoutant une note sur l'expression étrange, presque détachée du visage du survivant. Il semblait que José s'était depuis longtemps résigné à ce qui était arrivé et n'éprouvait pas le moindre bouleversement de son propre récit. Mais c'était précisément ce calme et cette absence d'émotion qui faisaient douter les enquêteurs encore plus. Un tel comportement était-il normal pour un homme ayant traversé des épreuves impensables ? Tout ce qu'il leur décrivait avait-il vraiment pu arriver ? Ou avait-il simplement appris ce récit à l'avance ? Les récits de José devenaient encore plus étranges quand il parlait de comment il luttait contre la solitude. Parfois, je parlais avec les mouettes qui se posaient sur le bateau. Je leur donnais les noms de mes amis et leur demandais de rester plus longtemps. Puis je parlais avec la lune. Parfois, je pensais devenir fou, mais cela aidait à ne pas se perdre complètement. Chaque nouveau fragment de son histoire soulevait de plus en plus de questions. Mais la police ne pouvait ignorer l'évident. José semblait trop calme, trop détaché pour qu'on le croie sur parole. Et chaque nouveau détail obligeait les enquêteurs à se demander dans quelle mesure c'était réel et dans quelle mesure était sincère l'homme qui était assis devant eux. Au final, l'enquête prit officiellement une position claire. Les mots ne sont que des mots. Il est impossible de les présenter au tribunal comme preuve. Les récits incroyables de José Salvador, aussi détaillés soient-ils, ne pouvaient que devenir la version officielle des événements sans confirmation matérielle. Les enquêteurs devaient trouver au moins quelques preuves matérielles que cette histoire fantastique était vraiment arrivée. C'est précisément cela qui devint la nouvelle tâche de la police. Trouver au moins un indice, au moins un objet qui confirmerait les mots de José ou les réfuterait définitivement. La question ne se posait plus de savoir si son récit était vrai,
Maintenant, il fallait découvrir si l'enquête pourrait trouver au moins quelque chose qui confirmerait ces déclarations incroyables. Les enquêteurs comprenaient qu'avec des mots seuls, il était impossible de prouver une histoire si fantastique. Il fallait au moins un vrai indice, au moins quelque chose de matériel qu'on puisse toucher, montrer au tribunal. C'est précisément pourquoi l'attention se déplaça brusquement des récits incroyables de José vers le monde réel, vers son bateau trouvé sur l'atoll des Bons. Il était leur dernier espoir, leur dernière chance de comprendre et d'expliquer au moins quelque chose. Le bateau était dans un état terrible, carcasse à moitié détruite, le revêtement par endroits complètement pourri et détaché. Autour gisaient en désordre des bouteilles cassées, des lambeaux de cordes, des débris de vieux filets de pêche couverts d'une épaisse couche de sel et d'algues. Il semblait que la mer voulait détruire même les moindres traces de présence humaine. Tout ce chaos semblait désespéré. Pouvait-on vraiment trouver quelque chose dans un tas de détritus et de débris que la mer s'efforçait de transformer en poussière pendant de longs mois? Mais c'est précisément dans ce chaos que pouvait se cacher la clé de la résolution de toute l'histoire. Les policiers examinaient soigneusement le bateau centimètre par centimètre. Chaque objet trouvé était immédiatement inscrit au procès-verbal et envoyé pour expertise. Débris de bouteilles en plastique, hameçons rouillés, morceaux de tissu décolorés. Ils travaillaient lentement et soigneusement, bien que l'espoir de trouver quelque chose de valable eût presque disparu. Plus l'examen durait, plus s'accentuait la sensation que la mer et le soleil avaient depuis longtemps effacé tous les indices possibles. Personne n'attendait plus de miracle. Le travail était plutôt une formalité. Mais soudain, un des enquêteurs remarqua parmi les détritus salés quelque chose d'étrange. Sous une couche de vieux filets couverts d'algues et de coquillages marins, il découvrit un petit objet qui se détachait fortement sur le fond de tout ce chaos. C'était un carnet, ou plutôt ce qui en restait. La couverture était pratiquement complètement rongée par l'eau salée, les pages collées et imprégnées de mer, mais on pouvait tout de même déchiffrer quelque chose. La simple présence du carnet soulevait déjà des questions. Pourquoi un pêcheur emportait en mer un carnet de notes? Qu'y avait-il de si important dedans pour qu'il le conserve si longtemps, même dans les circonstances les plus désespérées? La trouvaille fut soigneusement emballée et envoyée pour expertise, essayant de préserver au moins le peu qui restait. Au laboratoire, les criminalistiques commencèrent prudemment à séparer les pages, comprenant que toute erreur pouvait détruire le dernier indice. Pendant qu'ils travaillaient, les enquêteurs ne pouvaient que se débarrasser de la tension. Et si c'était précisément dans ce carnet qu'était écrit quelque chose qui pourrait confirmer ou réfuter le récit incroyable de José? Les premiers mots déchiffrés causèrent de la surprise. C'était vraiment un journal. Un journal que José tint presque chaque jour en se trouvant dans l'océan. Les notes étaient tout courtes et laconiques, mais chacune d'elles faisait battre le cœur plus vite. 18 novembre. La tempête était terrible. Emporté trop loin. Eduardo en panique. 23 novembre. Presque plus de nourriture. Eduardo a peur. Je ne sais pas quoi faire. 3 décembre. Aujourd'hui, attraper un poisson. Manger cru. Pas d'autre issue. Commence à m'habituer. À chaque mot, le récit de José acquérait une crédibilité effrayante. Mais pour l'enquête, le plus important était la date indiquée dans le carnet. Elle coïncidait avec le jour de la disparition. C'était la première fois que les mots de José recevaient au moins quelques confirmations. Les enquêteurs tournaient pas que les pages plus loin, espérant trouver davantage. Mais sur certaines pages, le texte était pratiquement détruit, à peine distinguable. 15 janvier. Eduardo très faible. Il ne mange pas et ne boit pas. Chaque nouvelle note ouvrait un petit morceau de la terrible réalité dans laquelle José s'était trouvé complètement seul au milieu de l'océan infini. Mais restait la question principale. Était-ce une histoire authentique ou un mensonge habilement préparé? Quand les experts terminèrent leurs recherches, une chose devint claire. Le carnet appartenait vraiment à José Salvador. C'était le premier vrai indice qui transformait son récit incroyable en chronique documentaire de survie.
Mais la police comprenait parfaitement que cela ne suffisait pas. Il fallait des vérifications supplémentaires, des expertises et des confirmations pour s'assurer définitivement que les notes avaient été faites précisément alors et précisément là, au milieu de l'océan. Car le journal pouvait être falsifié, on pouvait spécialement le laisser sur le bateau, créant une fausse légende. Cette trouvaille donna à la police un nouvel élan. Maintenant, l'enquête avait un indice physique qu'on pouvait vérifier. Le carnet devenait le point de départ pour l'étape suivante de l'enquête qui devait soit confirmer complètement l'histoire de José, soit la détruire définitivement. Pour la première fois après une longue impasse, la police avait de nouveau l'espoir de comprendre ce qui était vraiment arrivé à José Salvador en plein océan. Même malgré le fait que le carnet était devenu le premier indice réel dans cette affaire incroyable, pour la police restait la question la plus importante. Pouvait-on croire à ce qui était écrit sur ces pages ? Car un journal n'est que du papier, des pages et de l'encre. Un tel indice n'est pas difficile à falsifier. Une chose est de trouver un carnet, toute autre chose est de prouver son authenticité. La logique froide de la criminalistique exige des preuves irréfutables. Et ce doute devint une nouvelle rupture entre l'espoir désespéré qui s'était enflammé chez l'enquête et la nécessité de confirmer que tout cela n'était pas un spectacle habilement créé. Les enquêteurs agirent strictement selon les instructions, prescrivant les expertises les plus modernes et les plus strictes. Avant tout, graphologique, pour comparer l'écriture du journal avec l'écriture de José Salvador. Pour cela furent levés de vieux documents, des notes personnelles et même des reçus du magasin signés de sa main. Les experts comparèrent longtemps et soigneusement chaque lettre, inclinaison, force de pression, façon de joindre les lettres entre elles. C'était une procédure impassible et absolument scientifique, dépourvue de toute émotion. Assis devant des microscopes et des loupes, les spécialistes passaient des heures à examiner les pages, essayant de trouver les moindres divergences ou signes de falsification. Parallèlement fut prescrite une expertise chimique du papier et de l'encre. Pour les criminalistiques, c'est une procédure standard, et pour elle existaient des règles et technologies strictes. Au laboratoire, les pages du carnet furent soumises à un examen détaillé sous des lampes spéciales et dans des spectromètres. Le papier fut vérifié pour correspondance à l'âge, au degré de dommage par l'eau de mer, ainsi qu'à la présence de substances chimiques qui auraient pu témoigner de tentatives de vieillissement artificiel. L'encre fut analysée séparément, essayant de révéler dans quelle mesure elle avait souffert du séjour prolongé dans un milieu humide et salé, et si elle avait pu être appliquée tout récemment. Les expertises durèrent plusieurs semaines. Tout ce temps, la police se trouvait dans un état suspendu. Soit toute l'histoire recevrait enfin une confirmation réelle, soit tout s'effondrerait de nouveau, laissant l'enquête avec rien. Chaque jour, les enquêteurs attendèrent les résultats, comprenant parfaitement que d'eux dépendait tout l'avenir de l'enquête. Pendant que les experts s'occupèrent des analyses, autour de l'affaire commencèrent de nouveau à apparaître des rumeurs et des versions. Les gens recommencèrent à poser des questions. Et si c'était tout de même une mise en scène, un jeu soigneusement réfléchi pour embrouiller l'enquête et obtenir quelques bénéfices? L'attention grandissait chaque jour d'attente des résultats, particulièrement parmi les proches de José qui voulaient désespérément croire à son histoire, mais qui ne pouvaient pas non plus ignorer les doutes. Quand les experts présentèrent enfin leurs conclusions, une chose devint claire. C'était ce tournant qui pouvait de nouveau tout changer. Les graphologues affirmèrent avec assurance, l'écriture coïncidait complètement avec les échantillons fournis plus tôt. Le texte était sans aucun doute écrit de la main de José Salvador. L'analyse chimique donna des conclusions encore plus importantes. Le papier et l'encre avaient subi un impact prolongé de l'eau de mer, du sel et du soleil. Aucun signe de vieillissement artificiel ou d'application du texte déjà après que le carnet eût été endommagé ne fut découvert. Ces conclusions sonnaient non seulement de façon convaincante, elles sonnaient définitivement. Ce n'était pas simplement un indice, c'était maintenant une partie irréfutable de l'histoire documentaire confirmée par la science. Les balances, qui auparavant oscillaient entre foi et doute, penchèrent enfin en faveur de José Salvador.
Son récit incroyable reçut sa première confirmation scientifique véritable. Mais la police savait qu'un indice ne suffisait pas. Même si le journal s'avérait authentique, cela ne signifiait pas encore l'achèvement automatique de l'enquête. Les enquêteurs comprenaient, pour confirmer toute l'histoire entièrement, il leur fallait trouver plus de preuves matérielles capables de convaincre n'importe quel sceptique. Maintenant, après la confirmation officielle de l'authenticité du journal, il incombait à l'enquête le plus difficile. Continuer la recherche de preuves supplémentaires dans ce monde dans lequel José affirmait avoir vécu 438 jours. Et c'était un nouveau chapitre où la police devait prouver au monde entier que l'incroyable était vraiment arrivé. Il semblait qu'après la confirmation de l'authenticité du journal, l'histoire acquérait enfin de la clarté et deviendrait compréhensible. Mais c'est précisément à ce moment que l'affaire fait de nouveau un tournant brusque et inattendu. Dans le journal confirmé par les experts de José, il y a une note qui jusqu'alors n'avait pas attiré d'attention particulière. Une note qui maintenant remet de nouveau en doute toute l'histoire. 21 novembre. Eduardo se souvient encore du 3e. Dit qu'on aurait pu le sauver. Je ne peux pas y penser. On ne pouvait rien faire. Ces mots soulevèrent immédiatement une question terrible chez l'enquête. Quel 3e homme encore? Qui d'autre était sur le bateau? Et que lui est-il arrivé? Le survivant José avait toujours parlé seulement d'un coéquipier, Eduardo. Maintenant, il s'avère qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le bateau qui est mort. Et cela ouvre une nouvelle perspective terrifiante. Peut-être ne s'agit-il pas de survie, mais de crime? La police commença immédiatement à vérifier toutes les sources possibles pour comprendre si quelqu'un d'autre avait été déclaré disparu ce jour fatal, le 17 novembre 2012. Les enquêteurs vérifièrent soigneusement les rapports des gardes-côtes, les archives locales, les appels à la police. Au début, il semblait que ce n'était qu'une autre fausse piste, une autre énigme sans sens. Mais après quelques jours de vérification, apparut une information qui fit figer tout le monde. Il s'avéra que le 18 novembre, le lendemain de la disparition du bateau de José et Eduardo, un homme s'adressa à la police de la ville voisine qui signala la disparition de son frère, également pêcheur. Le disparu s'appelait Luis Marquez, et il était vraiment pêcheur, travaillant dans la même région que José avec Eduardo. Selon les témoignages de son parent, Louise devait partir en mer précisément le 17 novembre, mais personne ne l'avait plus revue. La police demanda immédiatement aux parents des photographies de Luis, vérifia ses liens et son histoire. Bientôt fut confirmé, Luis avait vraiment disparu sans trace le même jour, et sa disparition n'avait été aucunement liée auparavant à l'histoire de José. Maintenant, le puzzle commençait à se composer en tableau terrible. Cette information obligea la police à regarder José avec des yeux complètement différents. Il n'était plus victime des éléments. Maintenant, il pouvait s'avérer suspect dans un éventuel meurtre. Et maintenant, les enquêteurs durent se poser la question que personne d'eux ne voulait prononcer à haute voix. Qu'était-il vraiment arrivé sur le bateau dans l'océan? Le 3e homme était-il victime accidentelle des circonstances, ou sa mort était-elle quelque chose d'autre, de plus terrible et sombre? La version du cannibalisme et de l'élimination de témoins commençait maintenant à sembler tout à fait réelle. Les notes dans le journal pouvaient être une tentative de cacher la vérité, de créer l'illusion d'innocence. L'enquête recommença à étudier les notes plus attentivement, essayant de comprendre le sens caché de ces mots qui auparavant semblaient simplement des notes d'un homme désespéré. 28 novembre. Eduardo ne dort pas la nuit. Il a peur qu'on nous trouve et qu'on apprenne tout. 6 décembre. Je ne peux plus l'écouter. Qu'il se taise enfin. Chaque phrase acquérait maintenant un double sens. Peut-être José et Eduardo cachaient-ils quelque chose de beaucoup plus terrible que simplement la lutte pour la survie? La police confirma officiellement un nouveau fait dans l'affaire. Le 17 novembre 2012 disparut encore un pêcheur, Luis Marquez, qui pouvait très bien se trouver sur le bateau avec José et Eduardo. L'enquête parla pour la première fois ouvertement du fait que cette histoire pouvait être non simplement une tragédie en mer, mais aussi un crime.
Maintenant, José redevenait suspect et le défunt Eduardo ne semblait plus victime sans équivoque. Peut-être participait-il aussi à quelque chose de terrible qu'ils essayaient ensemble de cacher. Les enquêteurs se heurtèrent à une nouvelle énigme, encore plus sombre et complexe qu'auparavant. Et maintenant, il incombait à la police de comprendre les nouveaux faits, de découvrir qui était Luis, comment il s'était retrouvé sur le bateau, et le plus important, comment il était mort. Cette enquête n'était déjà plus une recherche ordinaire d'indices, c'était une nouvelle affaire pleine d'énigmes et de tournants inattendus, dans laquelle il fallait révéler la vérité sur les événements survenus au milieu de l'océan. José, tout récemment héros d'une histoire incroyable, se retrouvait de nouveau sous l'attention vigilante de la police, et son sort pendait de nouveau à un fil. L'apparition dans l'affaire d'un troisième homme changea brusquement le vecteur de l'enquête. Maintenant, l'enquête se concentra non sur pourquoi José avait pu fuir, mais sur s'il était capable de violence. Un détail, juste un nom, Luis Marquez. Et l'histoire de tragédie en mer se transforma instantanément en affaire d'éventuels meurtres. Les policiers commencèrent à étudier le passé de José déjà d'un autre côté, posant des questions que personne n'avait même pensé poser plus tôt. Ce pêcheur calme avait-il été autrefois mêlé à des conflits, des accès d'agressivité, à quelque chose qui aurait pu le mener à un acte terrible au milieu de l'océan? Commencèrent des interrogatoires répétés de la famille et des connaissances de José. Mais maintenant, il sonnait complètement différemment. Les policiers ne demandaient plus les dettes ou une éventuelle fuite. Maintenant, ils posaient directement des questions gênantes et effrayantes. José avait-il eu des conflits avec Luis ou avec Eduardo? Manifestait-il de l'agressivité? Aurait-il pu perdre le contrôle de lui-même? Au début, les proches furent choqués par la formulation même de la question. La femme de José affirmait qu'il avait toujours été un homme silencieux, calme, équilibré, n'élevant jamais la voix même à la maison. Selon elle, José évitait même les disputes, préférant simplement partir et attendre que la situation se calme. Les voisins confirmant cette caractéristique. Il était la dernière personne qu'on pouvait imaginer agressive. Il ne pouvait même pas tuer un poisson sans résistance intérieure. Cependant, les enquêteurs savaient que parfois les gens calmes sont capables d'actes terribles, particulièrement dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi les interrogatoires continuèrent. L'enquête décida de creuser plus profond et interrogea non seulement la famille, mais aussi ceux qui travaillaient avec José en mer. Un des pêcheurs raconta une histoire intéressante survenue quelques mois avant la disparition. Sur le bateau, il y avait eu un petit conflit entre José et Eduardo. Le témoin se souvenait que la dispute était née d'une erreur banale pendant la pêche, mais la dispute fut courte et se termina sans conséquence. Ils ne criaient pas, ne se battaient pas, disputèrent juste un peu et se turent. C'était une affaire ordinaire. En mer, il arrive souvent des désaccords. Néanmoins, ce petit conflit éveilla l'intérêt des enquêteurs qui décidèrent de vérifier ce fil plus en détail. Ils interrogèrent d'autres pêcheurs, essayant de comprendre combien sérieux étaient de tels désaccords. Mais personne ne se souvint de rien de plus sérieux que ce cas. Pendant ce temps, la police essaya d'établir le lien entre José et Luis. Peut-être y avait-il une inimitié personnelle, de la jalousie, des problèmes financiers ou quelque chose d'autre qui aurait pu servir de raison au conflit. Mais les parents de Luis furent aussi catégoriques. Ils ne connaissaient pas José personnellement et n'avaient donc jamais entendu parler de conflits quels qu'ils fussent. De plus, il s'avéra que Luis et José pouvaient même ne pas se connaître personnellement, bien qu'ils travaillassent dans la même région. La police ne s'arrêta pas là et décida de vérifier les réseaux sociaux, les messages et les appels des trois pêcheurs. Ce fut un processus long et scrupuleux, mais qui n'apporta aucun résultat, aucun ami commun, aucun message ou appel les uns aux autres. Il semblait que Luis s'était retrouvé en mer par hasard, que c'était un accident tragique n'ayant pas de base personnelle. Enfin, l'enquête décida de vérifier encore une version. José aurait-il pu, dans un état de désespoir, commettre un crime pour survivre? Peut-être Luis était-il le troisième homme sur le bateau?
Et quelqu'un avait-il décidé que sa mort aiderait les autres à survivre? On vérifia de nouveau les notes du journal, mais on n'y trouva aucune preuve directe de cela, seulement des allusions vagues qu'on ne pouvait considérer comme preuves. Après plusieurs semaines de travail tendu, l'enquête arriva de nouveau à une conclusion décevante. Aucune preuve réelle que José Salvador était enclin à la violence ou au conflit ne fut trouvée. Tous les témoins interrogés, de la famille au pêcheur, le caractérisaient comme un homme bienveillant, calme et équilibré. Le petit conflit avec Eduardo n'avait pas eu de conséquences sérieuses, et avec Luis, il n'était probablement même pas familier. Les réseaux sociaux et les messages ne donnèrent également aucune information qui aurait pu confirmer des soupçons quelconques. La version d'un éventuel meurtre, né à cause de l'apparition du troisième homme, s'avéra de nouveau n'être qu'une hypothèse sans confirmation réelle. Les enquêteurs comprenaient qu'ils ne pouvaient construire une accusation seulement sur des soupçons et des suppositions. Il leur fallait de vraies preuves. Et elles n'existaient tout simplement pas. L'affaire se figea de nouveau sur place, et l'enquête se heurta de nouveau à la nécessité de revenir au scénario initial, l'histoire incroyable de survie. Mais maintenant, après tous ces tournants et énigmes, l'affaire ne serait plus jamais la même. Même malgré l'absence d'indices, l'histoire de José était à jamais entachée de soupçons. Il incombait à l'enquête de décider où aller plus loin, continuer à chercher des preuves inexistantes de crimes ou enfin croire à l'histoire incroyable que personne n'avait encore pu expliquer jusqu'au bout. Après que la police eut épuisé pratiquement toutes les versions possibles et se fut heurtée à l'absence complète de preuves matérielles, l'enquête décida d'organiser une vérification finale. Maintenant plus simplement sur la véracité du récit de José, mais sur sa solidité absolue, José se retrouva dans une petite salle d'interrogatoire où il faisait étouffant et où brûlaient vivement des lampes, créant la sensation qu'il se trouvait sous un microscope. Cette fois, en face de lui étaient assis non seulement des enquêteurs, mais toute une équipe de spécialistes. Un médecin, un océanologue, un psychologue et un criminalistique. Il semblait que les forces étaient absolument inégales. Un pêcheur ordinaire contre un groupe de professionnels prêts à démonter ses mots littéralement en molécules. Mais c'est précisément en cela qu'était l'essence. Si José mentait, ces gens remarqueraient obligatoirement au moins un défaut dans son récit. Après des mois d'enquête, d'impasses et de soupçons, les enquêteurs prirent la décision de mener une vérification finale du récit de José. Cette fois, on vérifiait déjà moins sa véracité que sa solidité. Ils organisèrent un interrogatoire qui devait à jamais placer tous les points sur les « i » dans une petite salle d'interrogatoire étroite, baignée de lumière artificielle froide. En face d'un seul homme se rassembla toute une équipe d'experts, non seulement l'enquêteur, mais aussi un médecin, un océanologue, un psychologue et un criminalistique, un contre tous. Un pêcheur calme contre une équipe de professionnels dont chacun voulait trouver au moins un défaut minime dans ses mots pour comprendre si quelque chose d'incroyable était vraiment arrivé ou si c'était simplement un mensonge virtuose. L'interrogatoire commença sans cérémonie inutile. Les enquêteurs posèrent des questions maximalement détaillées, étroitement spécialisées, qui avaient été soigneusement préparées à l'avance par les experts. Personne n'allait l'épargner. Si José avait vraiment passé plus d'1 an en plein océan, ses réponses devaient coïncider idéalement avec les faits médicaux, océanologiques et psychologiques. N'importe quelle erreur signifierait l'effondrement de son histoire. Le premier commença le médecin demandant l'état physique après la tempête. José parlait calmement et avec assurance, comme s'il revivait chaque instant dans l'océan. Il raconta comme les muscles faisaient très mal, comme les lèvres se crevassèrent et saignèrent rapidement, comme de soif, la langue commença à enfler. Le médecin hocha la tête à l'enquêteur, confirmant que les symptômes décrits correspondaient à la déshydratation et l'épuisement. Puis les questions devinrent encore plus difficiles et spécifiques. L'expert lui demanda les signes du scorbut, maladie inévitable en cas d'absence prolongée de vitamines et de nourriture fraîche. José décrivit sans hésitation comment après quelques mois, ses gencives commencèrent à saigner, les dents tombèrent,
apparurent la faiblesse et des ecchymoses douloureuses sur la peau. Le médecin hocha de nouveau la tête. La description était absolument exacte. Et les symptômes énoncés par José étaient pratiquement impossibles à inventer par un homme sans expérience personnelle. L'océanologue lui demanda les courants marins, essayant de l'embrouiller. José décrivit avec assurance comment le bateau fut longtemps porté en rond, puis le courant l'emporta vers l'ouest, où autour devint plus chaud et le poisson se rencontrait plus souvent. L'océanologue hocha à peine visiblement la tête à l'enquêteur, surpris par la précision de la description qui coïncidait idéalement avec les cartes et modèles de courant dans la région. Même un marin professionnel aurait difficilement pu décrire si exactement un itinéraire si complexe s'il ne l'avait pas parcouru lui-même. Mais l'épreuve la plus difficile fut le psychologue. Il demanda comment José se débrouillait avec la solitude et la peur, essayant de saisir au moins les moindres signes de non-correspondance dans l'état émotionnel. José raconta calmement comment il parlait avec les oiseaux, comment il donna des noms aux mouettes qui volèrent vers lui sur le bateau, comment parfois il regardait simplement le reflet de la lune dans l'eau et pleurait. Le psychologue observait attentivement sa réaction, et c'était évident. Ses émotions étaient impossibles à imiter. Tout ce que disait José était sincère et transmettait trop exactement les étapes émotionnelles du désespoir profond et de la solitude pour être inventé. Après quelques heures de questions ininterrompues, il devint complètement clair que José avait passé cet examen le plus difficile. Tous ces mots, même les détails les plus insignifiants, coïncidaient idéalement avec les données scientifiques connues des experts. Il racontait les processus physiologiques dans son organisme, les particularités complexes de la vie océanique, les réactions psychologiques aux conditions extrêmes, si exactement comme s'il voyait et sentait tout cela directement maintenant. Les experts qui au début se rapportaient au récit avec un scepticisme extrême, regardaient maintenant José avec surprise et admiration. Chaque détail vérifié de son histoire incroyable était confirmé par des faits scientifiques. Si jusqu'à ce moment son histoire semblait trop fantastique pour être réelle, maintenant aucun des présents ne doutait que José Salvador avait vraiment passé plus d'1 an en plein océan et était resté vivant par miracle. La vérification finale devint le moment de rupture. Le scepticisme et les soupçons furent remplacés par la clarté et la surprise. Les experts et enquêteurs savaient non maintenant. Devant eux était un homme ayant survécu au presque impossible. Et bien qu'ils ne comprissent pas encore complètement comment cela avait pu en général arriver, ils étaient sûrs d'une chose. José disait la vérité. Maintenant, il ne restait qu'une chose. Découvrir les derniers détails de comment il avait pu survivre contre toutes les lois de la nature. Après tous les interrogatoires, expertises et doutes, il restait à l'enquête la dernière épreuve la plus importante. Il fallait trouver une preuve qui ne dépendrait ni des mots de José, ni des interprétations personnelles des enquêteurs ou experts. La dernière réponse définitive devait donner non un homme, mais la science même. Peut-on en général, à l'aide des technologies modernes, prouver ou réfuter le fait même de la dérive d'un homme pendant 438 jours en plein océan ? C'est précisément cette question qui fut posée devant une équipe de scientifiques appelés à apporter une fois pour toutes la clarté dans l'histoire incroyable de José. L'équipe d'océanologues et de spécialistes en modélisation se mit immédiatement au travail. Leur tâche était extrêmement complexe. Il fallait rassembler et traiter une énorme masse de données sur le temps, les courants et les vents dans l'océan Pacifique pendant ces mêmes 438 jours que José avait soi-disant passés à la dérive. Des centaines de milliers de chiffres et d'enregistrements, de la vitesse du vent et la hauteur des vagues aux directions des courants océaniques, furent levés des archives et bases de données météorologiques. Chaque jour, chaque heure de sa dérive supposée fut reconstituée sous forme de modèles mathématiques très complexes. Les scientifiques chargèrent ces données dans de puissants ordinateurs qui devaient calculer toutes les trajectoires possibles de mouvement d'un bateau non dirigé en plein océan. Jamais auparavant un tel modèle n'avait été appliqué pour l'enquête de telles affaires. C'était un pas sans précédent, et la tension parmi les experts et enquêteurs grandissait chaque jour. Pendant que se déroulait le processus de modélisation, l'enquête retint son souffle.
Des résultats de l'analyse informatique dépendait tout l'avenir de l'enquête. Si les calculs ne confirmaient pas les mots de José, tout s'effondrerait de nouveau et l'enquête reviendrait dans l'impasse, déjà pour toujours. Mais si les calculs se confirmaient, ce serait une sensation qui changerait complètement la perception de toute l'histoire. Les collaborateurs du laboratoire travaillaient pratiquement sans pause. Ils vérifiaient chaque paramètre, chaque courant, chaque erreur dans les données pour que les résultats de la modélisation soient maximalement précis et objectifs. Personne ne voulait admettre d'erreur, car de cela dépendait non simplement la réputation des scientifiques, mais la possibilité même de comprendre si une telle chose avait pu en général arriver dans la vraie vie. La police attendit les résultats presque une semaine. Et tout ce temps, aucun des participants de l'enquête ne put dormir calmement, réalisant que le sort de l'affaire pendait à un fil. José lui-même se trouvait sous observation constante, comme attendant le verdict que lui rendrait la science. Toute sa vie, toute l'histoire dépendait maintenant complètement de quelques lignes de chiffres et de graphiques qui apparaîtraient sur l'écran de l'ordinateur après l'achèvement de l'analyse. Enfin arriva le jour où les scientifiques invitèrent les enquêteurs au laboratoire pour l'annonce des résultats. Sur le grand écran apparut lentement une carte de l'océan Pacifique. Tous se figèrent, observant comme l'ordinateur dessinait la trajectoire de mouvement du bateau parti du point A, la côte du Salvador, lieu d'où commença son voyage José, au point B, l'atoll des Bancs, sur les îles Marshall, où on l'avait trouvé. La trajectoire de mouvement montrée sur l'écran était absolument claire et nette. Elle passait exactement comme racontait José. D'abord courant tournant, puis lent mouvement vers l'ouest, puis dérive progressive vers l'atoll des Bancs. Les scientifiques expliquèrent qu'avec une probabilité proche de l'absolu, un objet non dirigé tel que le bateau de José pouvait vraiment accomplir précisément ce voyage pendant le délai indiqué. Dans la salle du laboratoire régna un silence absolu. Les experts regardèrent à l'écran avec surprise et même un léger choc. Personne ne pouvait disputer avec la science. C'était une preuve objective, irréfutable, ne dépendant ni des mots de l'homme, ni de l'interprétation des indices. Maintenant, il ne restait plus le moindre doute. José Salvador avait vraiment passé 438 jours en plein océan, parcourant des milliers de kilomètres par la volonté du vent et des courants. Son histoire incroyable reçut sa confirmation finale et irréfutable. Et il ne restait aux enquêteurs qu'à reconnaître que parfois, la réalité est beaucoup plus fantastique que n'importe quelle invention. Maintenant déjà, rien ne pouvait mettre en doute la véracité de son incroyable survie. Le fait scientifique mit définitivement le point dans toutes les disputes et soupçons, ouvrant la voie à la compréhension finale de comment précisément José avait pu survivre à l'impensable. Après toutes les vérifications, doutes, questions et réponses infinies, l'affaire approcha enfin de son point officiel. L'enquête rassembla toutes les preuves possibles. Et maintenant ne restait qu'une question. Quel serait le verdict définitif du système ? Maintenant, l'affaire ressemblait à une séance de tribunal où chaque fait, chaque indice et chaque témoignage devait sonner maximalement formellement et sans émotion. Il était temps d'entendre quel verdict rendrait le système officiel qui ne se fit qu'aux faits. L'énumération des indices commença sèchement et clairement, comme dans une salle de tribunal. D'abord furent énoncés les témoignages des témoins et de José Salvador lui-même, qui coïncidaient complètement avec les événements réels vérifiés par les experts. Puis, le journal trouvé dans le bateau à moitié détruit, dont l'authenticité fut confirmée par l'expertise graphologique et chimique. La commission médicale confirma la correspondance de l'état physique et psychologique de José au séjour prolongé dans des conditions extrêmes. La modélisation scientifique du mouvement du bateau dans l'océan, menée par les meilleurs océanologues, confirma sans équivoque la possibilité de dérive des côtes du Salvador à l'atoll d'Ebon sur les îles Marshall pendant le délai indiqué, 438 jours. Par points séparés, l'enquête indiqua l'absence de tout motif possible de tromperie. Difficultés financières, conflits, dettes ou liens avec le crime ne furent pas trouvés. La version de la mise en scène de la disparition ne résista à aucune critique et fut rejetée encore à l'étape initiale de l'enquête. Même la version d'un éventuel meurtre ou cannibalisme,
né à cause du mystérieux troisième homme, Luis Marquez, ne trouva pas une seule confirmation. Aucune trace de violence, aucune preuve de conflit ou d'agressivité de la part de José ne fut découverte. Après l'énumération de chaque preuve dans la salle de séance, s'installa un silence absolu. Maintenant, il ne restait qu'à lire la conclusion finale qui devait mettre le point dans cette histoire incroyable. L'enquêteur ouvrit le dossier officiel et lut calmement un extrait du rapport final de l'enquête. Selon les résultats de l'enquête menée, il est établi ce qui suit. José Salvador Alvarenga se trouvait vraiment en plein océan pendant 438 jours, sans possibilité de diriger le bateau et sans sources extérieures d'aide, quelles qu'elles fussent. Tous les témoignages fournis par lui sont complètement confirmés par les expertises médicales et scientifiques, les témoignages de témoins, le journal trouvé, ainsi que les résultats de la modélisation informatique des courants océaniques et conditions météorologiques. Aucune preuve de motif de tromperie consciente ou de mise en scène de disparition ne fut révélée. La version de perpétration d'actes illégaux quelconques envers des tiers ne reçut également pas de confirmation. Ainsi, l'histoire de José Salvador Alvarenga est reconnue complètement véridique. La formulation officielle sonnait sèchement et formellement, mais pour tous les présents, c'était un moment important. Le point juridique était mis. Maintenant déjà, personne ne pouvait mettre en doute le fait que devant eux était un homme ayant accompli le pratiquement impossible. Un homme qui non seulement survécut dans des conditions extrêmes, mais réussit à le prouver au monde entier. Maintenant restait la dernière étape, raconter définitivement au monde entier comment précisément cela était arrivé et révéler toute la vérité incroyable jusqu'au dernier détail. Il était temps de reconstituer les événements pas à pas pour placer définitivement tous les points sur les « i ». L'enquête appela cette partie de l'enquête « reconstitution du crime », bien qu'il fût déjà évident qu'il n'y avait eu aucun crime. Cette démarche étrange provoquait la perplexité, mais c'est précisément en elle que se trouvait la principale rupture. Car maintenant, les enquêteurs reconstituaient non un crime, mais la survie. L'incroyable lutte pour la vie d'un homme qui s'était trouvé seul face à l'océan infini. Et la réalité de cette lutte était bien plus terrible et complexe que n'importe quelle affaire pénale. L'enquête reconstitua les événements selon le journal de José et ses propres témoignages avec une précision et une netteté absolue, comme menant une procédure officielle. Première étape, la tempête. Le 17 novembre 2012, le bateau fut emporté loin dans l'océan par une tempête très forte, et les tentatives de revenir au rivage s'avérèrent vaines. À ce moment, José et son coéquipier Eduardo prirent la décision de dériver, espérant que le courant les porterait vers la terre ou qu'un autre bateau les rencontrerait. Deuxième étape, adaptation au manque de nourriture et d'eau. Les premiers jours furent les plus difficiles. Les réserves de nourriture et d'eau s'épuisèrent rapidement. Il fallut passer à la pêche à main nue et à la collecte d'eau de pluie. Après quelques semaines, la faim et la soif devinrent des compagnons constants. Pour survivre, il fallait boire le sang des tortues et manger les oiseaux attrapés. Troisième étape, adaptation psychologique. Après un mois, Eduardo commença à perdre espoir et tomber dans le désespoir. Son état s'aggravait progressivement jusqu'à ce qu'un matin, il ne se réveille simplement pas. Après sa mort, José resta complètement seul et sa survie devint une lutte non seulement physique, mais aussi mentale. Il commença à parler avec les mouettes qui volaient vers le bateau, imaginant que c'était à ses connaissances et amis. Quatrième étape, épuisement physique et moral. Après 6 mois de dérive, chez José commencèrent à se manifester les symptômes de grave épuisement et avitaminose. Sa peau se couvrit d'ulcères, les dents commencèrent à tomber, apparut une faiblesse musculaire. Il se déplaçait avec difficulté, mais continuait à attraper des poissons et des tortues. Il n'attendait déjà plus le sauvetage, vivait simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Cinquième étape, résignation définitive. Les derniers mois de dérive, José ne bougeait pratiquement plus. Il vivait par inertie,
s'étant absolument résigné à son sort. La pêche devint une action mécanique. L'eau se collectait automatiquement. Les jours se transformèrent ensuite identiques de levées et couchers de soleil. Au sauvetage, il ne rêvait même plus. Et dernière étape, sauvetage incroyable. Le 30 janvier 2014, le bateau fut rejeté sur le rivage de l'atoll d'Ebon, sur les îles Marshall. Ce fut la fin des tourments, la fin de la dérive infinie, la fin de ce qui semblait impossible. Le miracle arriva, et il ne fut pas résultat d'un plan ou de calcul, mais exclusivement jeu des courants et vents, du destin et du hasard. Quand l'enquête acheva cette reconstitution sèche, presque protocolaire des événements, il devint définitivement compréhensible que ce n'était nullement la reconstitution d'une action soigneusement planifiée, mais plutôt la reconstitution d'une adaptation chaotique, désespérée et instinctive aux conditions dans lesquelles l'homme s'était trouvé par la volonté du hasard. José Salvador ne planifiait rien de tout cela, ne réfléchissait pas au pas à l'avance et ne suivait pas de stratégie. Il essayait simplement de survivre, agissant instinctivement, jour après jour, heure après heure. Aucun plan, aucun dessein, seulement la lutte pour la vie menée à la limite absolue. Maintenant, l'enquête comprenait définitivement. Toute l'histoire de José n'était pas un crime, mais une vraie bataille de l'homme avec la nature, avec lui-même et avec les circonstances qui étaient absolument hors de son contrôle. Et seulement maintenant, après cette reconstitution, il devint définitivement clair que devant eux était non un criminel, mais un homme qui simplement ne s'était pas rendu. Devant restait seulement le dernier pas. Porter cette histoire au monde qui devait enfin croire que l'incroyable devient parfois réalité. L'histoire de José Salvador Alvarenga avait déjà été racontée, vérifiée et reconstituée jusqu'au moindre détail. Mais il lui manquait encore un élément important, le sceau juridique officiel. L'enquête avait fait son travail, maintenant il ne restait qu'à mettre le point dans la salle d'audience. La date fut fixée au 10 juin 2014. C'est précisément ce jour que l'histoire devait définitivement cesser d'être simplement un récit incroyable et devenir partie du fait officiel, juridiquement fixé. La séance de tribunal commença strictement selon le protocole. Le juge exposa brièvement l'essence de l'affaire et donna la parole aux représentants de l'enquête pour qu'ils présentent tous les matériaux rassemblés. Les enquêteurs se levèrent et commencèrent l'un après l'autre à étaler sur la table du tribunal tous les documents et indices rassemblés pendant des mois d'enquête. Chaque pas était net, sec et sans émotion. Résonnèrent les résultats de l'expertise médicale confirmant les conséquences physiques et psychologiques du séjour prolongé en mer. Puis furent présentées les conclusions des expertises graphologiques et chimiques confirmant l'authenticité du journal. Après cela, le tribunal prit connaissance du modèle scientifique décrivant en détail la trajectoire de dérive des côtes du Salvador à l'atoll d'Ebon. C'était l'indice clé qui coïncidait complètement avec les témoignages de José et confirmait son récit. Puis furent brièvement exposés les témoignages de toutes les personnes interrogées au cours de l'enquête. Pêcheurs, voisins, membres de la famille qui confirmèrent l'absence de tout motif de mise en scène ou de tromperie. Chaque document était lu sèchement et formellement, comme l'exigeait la procédure. Quand le dernier document fut présenté au tribunal, dans la salle s'installa le silence. Maintenant, il ne restait qu'à attendre la décision formelle du juge qui devait donner l'évaluation juridique définitive à cette affaire. Malgré le fait que pour tous les présents le verdict était déjà évident, le sceau officiel de la loi était nécessaire pour enlever complètement toutes les questions et doutes. Le juge parcourut quelque temps les documents, puis leva calmement les yeux et prononça la formulation officielle du jugement. Sur la base de toutes les preuves présentées au tribunal, expertise et témoignages, le tribunal reconnaît officiellement José Salvador Alvarenga victime suite à un événement extraordinaire en pleine mer. Tous les matériaux de l'affaire confirment le fait de dérive prolongée forcée d'une durée de 438 jours causée par des circonstances naturelles. Au cours de l'enquête ne furent révélés aucun signe de mise en scène ou d'acte criminel quels qu'ils fussent.
En liaison avec ce qui précède, le tribunal décide de reconnaître le citoyen Alvarenga officiellement victime. L'affaire est considérée comme close. Ces mots résonnèrent clairement et nettement, comme ciselant chaque phrase. Le sceau officiel de la loi était apposé. L'histoire incroyable du pêcheur ayant survécu à des épreuves impensables en plein océan se transforma définitivement d'une série de soupçons et de suppositions en fait juridiquement reconnues. Maintenant, déjà personne ne pouvait mettre en doute la réalité de ce qui était arrivé à José. La séance fut close, l'affaire formellement terminée. Mais ce point juridique n'était que le commencement pour José lui-même, qui devait maintenant apprendre de nouveau à vivre après avoir survécu à ce en quoi beaucoup de gens ne peuvent croire même après la confirmation officielle du tribunal. Maintenant, le monde était obligé d'accepter l'incroyable et de reconnaître que parfois la réalité dépasse les plus audacieuses fantaisies humaines. Officiellement, l'affaire de José Salvador Alvarenga est close. Les enquêteurs rassemblèrent tous les faits, les experts rendirent leur verdict, le tribunal confirma sa véracité. L'histoire de son incroyable dérive est formellement terminée, mais reste une question qui dépasse largement les limites des protocoles judiciaires et rapports. Une question qui préoccupe chacun qui a entendu cette histoire. Qu'est-ce qui resta hors du cadre des papiers officiels ? Après le retour dans sa patrie, José devint un homme complètement différent. Il essayait de revenir à la vie habituelle, mais cela s'avéra presque impossible. On le voyait souvent assis au bord de la mer, regardant longtemps au loin, comme s'il attendait de nouveau quelque chose d'inconnu. Les psychologues qui travaillaient avec lui constataient un profond traumatisme psychologique, notaient des signes de stress post-traumatique, des cauchemars nocturnes et des difficultés d'adaptation. Mais même eux ne pouvaient comprendre une chose. Comment cet homme avait-il pu en général conserver sa raison après tout ce qu'il avait vécu ? Malgré tout le travail des spécialistes, personne ne pouvait expliquer pourquoi sa psyché avait résisté à ce qui aurait dû complètement briser n'importe qui d'autre. Il ne survécut pas simplement. Il se conserva, rentra chez lui et continua à vivre, bien que différemment. Les médecins écartèrent les bras, reconnaissant que la science n'était pas encore capable d'expliquer une telle résistance exceptionnelle de l'esprit humain. L'histoire de José Salvador Alvarenga fut complètement expliquée et confirmée par les faits, expertises et tribunaux. Mais restait une question à laquelle l'enquête ne pourra jamais donner de réponse. Comment l'esprit humain put-il résister à 438 jours de solitude absolue en plein océan ? Ce mécanisme qui lui permit de ne pas se perdre dans l'océan infini reste encore une énigme. La réponse à cette question n'entre déjà plus dans la compétence de la police ou du tribunal, et peut-être est-ce précisément cela la principale énigme de toute son histoire incroyable. L'histoire de José est terminée officiellement, mais dans la conscience des gens, elle restera pour toujours. Parce que parfois, la vie présente des questions auxquelles il n'y a simplement pas de réponse, et il ne reste qu'à se résigner au fait que l'homme est capable de beaucoup plus qu'on ne le pense habituellement.